Avant toute chose, je voudrais en profiter pour remercier nos sponsors et soutiens, parce que sans eux, effectivement, on ne pourrait pas ni organiser cette journée, ni surtout éditer le livret qui va suivre. Donc, nous avons comme soutien actif Audience, nous avons la CPNEF Audiovisuel, la CPNEF Presse, CMB Santé, l'AFDAS, et en soutien, on a les deux ministères qui nous aident, qui sont le ministère de la Communication et de l'Information et la Direction de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, donc toutes ces structures sont remerciées vivement, parce que c'est grâce à elles que nous pouvons chaque année, depuis maintenant 11 ans, réaliser cette journée d'études et de réflexion sur les pratiques journalistiques et sur les enseignements de ces pratiques. On va reprendre l'après-midi avec une discussion qui est donc un format qu'on a inventé l'année dernière, je crois, et qui permet donc d'avoir une sorte d'échange moins formel, moins que table ronde, autour d'une thématique à laquelle on n'avait pas pensé au départ dans l'organisation de cette journée, mais qui est vite apparue au regard de l'actualité comme essentielle. Je ne vais pas la dévoiler complètement, mais il va s'agir de caricature en tout cas. Et cette discussion va être animée par Élise Colette, qui est journaliste à Public Sénat, et elle va discuter avec Alexis Lévrier, que je vais lui laisser présenter. Merci Hervé. Bonjour à tous et bienvenue à tous les participants qui sont en train de nous rejoindre pour cette discussion, effectivement, au sujet du dessin de presse et des dessinateurs de presse, de la caricature. On va parler bien sûr de l'actualité, mais on va surtout essayer avec notre invité Alexis Lévrier de prendre un petit peu de recul sur ces questions de dessin de presse. Alexis est maître de conférences à l'Université de Reims et historien de la presse, et il sort d'ailleurs très bientôt, dans 2 jours, c'est ça, un livre intitulé Alors Jupiter et Mercure, c'est pas la thématique dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi des questions de blasphème d'une certaine manière, mais c'est contre le monarque républicain, contre Jupiter, et non pas contre le dieu chrétien ou musulman dont nous allons parler aujourd'hui. On vous donnera les références du livre plus tard dans la discussion. Alors, le sujet sur lequel nous allons discuter un petit peu, c'est cette question des risques qui pèsent à la fois, il y a deux types de risques en fait, à la fois sur le dessinateur de presse, mais aussi sur le dessin de presse, parce que c'est ça qui fait l'histoire de la liberté d'expression en France, des questions de blasphème, etc., et de caricature, bien sûr. Alors, pour commencer, on va rappeler évidemment l'actualité dramatique qui a eu lieu sur qui sont des risques qui pèsent sur ces deux choses-là, c'est-à-dire le dessin de presse lui-même, avec l'affaire Samuel Paty, et les dessinateurs de presse, évidemment, donc risque qui est tellement fort qu'il va jusqu'à la mort, comme l'a illustré l'attentat de 2015 contre la rédaction et les dessinateurs de Charlie Hebdo. Alors, est-ce que pour commencer, Alexis, tu pourrais très très brièvement, un petit peu avec le recul, même si sur l'affaire Samuel Paty qui est très récente, on en a peu, nous dire les conséquences de chacun de ces attentats sur le métier de dessinateur de presse dans le cas des attentats à Charlie Hebdo, et sur la conception de la liberté de la presse et d'expression, la liberté d'expression dans le cas de Samuel Paty. Alors, on parlera peut-être à la fin de ce qui s'est passé pour le New York Times en 2019. Pour rester sur le cas français, ce qui est terrible, mais ça c'était amorcé avant, c'est que Charlie Hebdo fait figure de dernier gardien d'une tradition française de la caricature anti-religieuse. Et sur une somme de malentendus dont on va un peu parler, il passe pour un journal islamophobe, ce qui n'est absolument pas. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le seul représentant d'une grande tradition française, pas simplement française, mais particulièrement dans notre pays, qui est celle du journal satirique majoritairement constitué de dessins. C'est-à-dire que le Canard, qui avait cette tradition-là, il y a de moins en moins recours. On en parlera un petit peu. Il y a longtemps, il a publié des caricatures, y compris anti-religieuses, mais c'est de moins en moins le cas. Et même à Charlie, c'est devenu très difficile. On peut rappeler que Luz, par exemple, après avoir fait le dessin de Mahomet dans le numéro des survivants, juste après l'attentat, a décidé de quitter Charlie, et finalement épuisé par une lutte que l'on sait perdue d'avance. Il n'y a plus beaucoup de dessinateurs, il n'y a plus beaucoup de titres de presse
qui osent encore représenter cette tradition-là. Et on ne peut que le regretter. Et avec Samuel Paty, on touche à une autre dimension qui me touche aussi, et je crois qu'il touche tous les pédagogues, tous ceux qui ont montré des dessins de Charlie dans les classes, en essayant d'expliquer d'où ça vient. Moi, je le fais à travers une perspective historique, mais c'est ce qu'il faisait également. Et lui, il l'a payé de sa vie. Donc, il y a la difficulté, il y a le risque, pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, que court le dessinateur de presse, mais ce que nous montre la mort de Samuel Paty, c'est que ce risque, il est élargi désormais à ceux qui ont l'outrecuidance de montrer à leurs élèves ou à leurs étudiants ces dessins. Et on a le droit d'être inquiet. Une des différences, enfin plutôt de l'évolution du sujet, on arrive là avec l'affaire Samuel Paty. Désolée, je crois que ça résonne beaucoup. On arrive donc évidemment à une apothéose dramatique. C'est que pendant très très longtemps, les risques qui pesaient sur à la fois les dessinateurs de presse ou la liberté d'expression, dont Samuel Paty est un symbole, c'était une censure verticale. C'est-à-dire une censure qui venait d'en haut, alors que dans l'affaire Paty, c'est finalement une censure beaucoup plus horizontale, c'est une forme de censure qui vient de la foule, qui vient du bas, et qui finit par être tellement forte qu'elle fait soit se taire les dessinateurs, soit menace de la vie de certaines personnes qui représentent cette liberté d'expression. Est-ce que du coup tu es d'accord déjà avec cette analyse, et est-ce que on peut commencer à revenir un petit peu sur l'histoire de ces dessins de presse? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Alors, la censure verticale, elle existe toujours, mais plutôt dans d'autres pays. Il y a, notamment sur le plan politique, il y a des dessinateurs qui sont enfermés, qui sont menacés parce qu'ils ont osé, on peut penser à Nîmes en Algérie par exemple, parce qu'ils ont osé s'en prendre au pouvoir. Donc sur la verticalité de la censure existe toujours, mais en France, dans les pays occidentaux de manière générale, la censure, elle est plutôt intériorisée par la peur de l'attentat, mais aussi la peur des réactions sur les réseaux sociaux. On parlera peut-être de l'abus du terme de cancel culture, avec Xavier Gorce, par exemple. C'est aussi un paravent derrière lequel on s'abrite un certain nombre de dessinateurs qui ont tout simplement fait de mauvais dessins et qui ont choisi comme cela de se victimiser. Mais c'est vrai qu'il y a une censure qui vient du bas, une censure horizontale, d'un nouveau genre auquel on n'est pas préparé et auquel les dessinateurs eux-mêmes, dans notre histoire, n'étaient pas préparés. Parce que donc, si on remonte à l'histoire de la caricature en France et des dessins qui apparaissent à partir de la Révolution, mais surtout la caricature politique, elle apparaît aux alentours de la monarchie de Juillet, avec une résistance de la part des autorités politiques qui vont essayer par tous les moyens de l'interdire. Oui, alors en fait, il y avait des caricatures pendant la période révolutionnaire, mais on n'avait pas les moyens techniques d'intégrer ces caricatures au titre de presse. Il a fallu la lithographie qui apparaît tout à fait à la fin du 18e, dans la dernière décennie du 18e siècle, pour qu'on ait les moyens d'intégrer les caricatures au titre de presse. Et donc, effectivement, comme tu viens de le rappeler, la grande période, du début de la caricature politique, c'est la monarchie de Juillet. Il faut rappeler que Louis-Philippe, il arrive au pouvoir grâce à une révolution liée à la volonté d'empêcher la liberté de la presse. C'est une ordonnance le 26 juillet 1830 qui suspendait la liberté de la presse et qui provoque les 3 journées révolutionnaires de juillet 1830. Et donc, alors, je t'interromps Alexis pour prévenir nos spectateurs que donc tu as surtout choisi des dessins historiques qu'on va vous passer un petit peu pour illustrer ce qu'on raconte. Voilà, exactement. Et le dessin qu'on voit là, c'est un dessin très connu, alors qui à l'origine était de Philippon, mais ici on a la réécriture par Honoré Daumier. En fait, Louis-Philippe, il doit s'en arriver à cette révolution et à cette nécessité de respecter la liberté de la presse, mais il ne va cesser ensuite de l'empêcher, cette liberté, de la contraindre, et notamment sur le plan des caricatures. On avait le journal de Charles Philippon, La Caricature, qui s'amusait à le représenter régulièrement, et Philippon a été jugé pour outrage, pour offense contre le monarque. Et du coup, il a décidé de transformer le monarque, puisqu'il n'avait plus le droit de le représenter, en poire. Et ça n'est que le début d'une limitation qui mènera d'ailleurs en 1835 à une loi scélérate qui suspendra purement et simplement la liberté de caricature. Mais entre 1831 et 1835, il y a un jeu du chat et de la souris entre le pouvoir
et les caricaturistes, et qui passe notamment par cette étape-là qui est très connue et très, très amusante. C'est dans un autre journal de Philippon qui s'appelle le Charivari. On venait justement parce qu'il avait représenté Louis-Philippe sous la forme d'une poire, on venait de le juger, de le condamner et non seulement, comme on le fait encore aujourd'hui dans la presse People, a publié en une de son journal l'avis judiciaire de cette condamnation, qui donc le punissait pour avoir représenté Louis-Philippe sous la forme d'une poire. Et il applique ce jugement, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur cette première page du Charivari, c'est effectivement la condamnation, mais il le fait sous la forme d'un calligramme qui représente une poire. Donc, on voit que l'interdit est à la fois respecté, puisqu'on a publié la condamnation, et contourné, puisqu'on continue à représenter Louis-Philippe sous la forme d'une poire. C'est très célèbre dans l'histoire de la presse, et ça montre aussi à quel point la caricature, le dessin, est un moyen de se moquer du pouvoir et de résister à toutes les tentatives du pouvoir pour empêcher cette critique et cette contrainte. C'est un jeu du chat et de la souris entre justement la presse et le pouvoir qui va durer en fait quasiment jusqu'à aujourd'hui, même si on va y revenir bien sûr. Il y a des lois qui ont encadré tout ça et qui ont encadré surtout la liberté d'expression pour la garantir. Mais ça, c'est finalement des choses qu'on pourrait presque retrouver aujourd'hui. Cette manière de dire vous nous interdisez, on trouve un autre moyen. Toujours. Et la caricature par sa souplesse. Charlie a respecté ça, c'est-à-dire que c'est toujours dans Charlie des caricatures en une qui ne sont pas explicitées. C'est-à-dire que la caricature, elle se donne en voir sans commentaire et c'est toute sa force. C'est l'évidence du dessin, sa polysémie qui permet de contourner la censure. Alors, comme je disais, en 1835, on supprime purement et simplement les caricatures et il faudra attendre très longtemps, en tout cas la fin de la monarchie de Juillet, avant qu'elle ne soit de nouveau autorisée. Et il faut surtout, tu en parlais, attendre la loi de 1881 qui a fixé les grandes règles de la liberté de la presse pour que les dessinateurs puissent à nouveau critiquer le pouvoir. On va y revenir, mais d'abord, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, donc on part de cette caricature, enfin de ces caricatures et de ces interdictions politiques de la caricature à des caricatures sur la religion et sur les communautés religieuses et sur les représentants religieux, sur la période un petit peu qui suit d'abord cet affrontement direct avec le roi et par la suite toute cette question de la caricature religieuse qui donc ne date évidemment pas de Charlie Hebdo, mais a parcouru la presse française depuis très longtemps. Oui, Charlie, vraiment dans l'histoire de la presse, à la fois pour la caricature politique et pour la caricature religieuse. La caricature religieuse et la caricature politique, elles sont mêlées dès la période révolutionnaire, notamment parce qu'on se moque à la fois de l'aristocratie et du clergé. C'est les trois ordres, on représente, c'est très connu, c'est les caricatures, le tiers-état sous la forme d'un paysan qui ploie sous le poids du clergé et de l'aristocratie, de la noblesse. Donc il y a intimement lié la critique religieuse et la critique politique. Mais la Restauration avait rétabli une loi sur le sacrilège. Donc on avait supprimé le blasphème une première fois en 1789 et on rétablit sous la Restauration une loi sur le sacrilège. Donc théoriquement, ensuite, on ne peut plus à nouveau critiquer la religion. Et toutes ces lois sur le blasphème, sur le sacrilège vont tomber à partir de la Grande Loi de 1881. C'est pour ça que la grande période de la caricature anti-religieuse, c'est entre la loi de 1881 et la loi de 1905. En fait, ça va perdurer un petit peu jusqu'à la guerre de 14, mais c'est dans cet espace, et notamment pour parvenir à la séparation de l'Église et de l'État, que des journaux vont se créer. Alors, il y a les Corbeaux, il y a l'Assiette au beurre qu'on voit ici, il y a la Calotte, c'est trois très grands journaux, il y en a beaucoup d'autres qui sont plus éphémères, qui se font une spécialité de publier des caricatures anti-religieuses. Et très violentes elles-mêmes. Enfin, très violentes, là, celle qu'on voit à l'écran, particulièrement dégueulasse, si vous me permettez le terme. Oui, mais en fait, aujourd'hui, on ne pourrait même plus publier des caricatures comme ça. Celle-là, à la limite, celle qu'on voit là, si tu peux t'arrêter, ouais. Elle est assez moderne parce qu'elle correspond à un type de critique que l'on voit beaucoup aujourd'hui sur la pédophilie dans l'Église. Et c'était déjà présent dans ces dessins-là, de même qu'on représente des prêtres lubriques constamment. Mais comme tu l'as montré dans les caricatures précédentes, on voit aussi le clergé représenté sous la forme d'un monstre, d'une entité maléfique, animalisé souvent,
qui va, là on voit, hein, c'est le Vatican qui est personnifié pour montrer qu'il prend l'argent du pauvre croyant qui est finalement sa victime innocente. Et ça, c'est vraiment très violent. Et on n'imagine plus cette violence-là aujourd'hui. Elle serait complètement intolérable. C'est pareil ici avec ce monstre clérical. Alors, vous voyez qu'il y a la vérité et que c'est ce monstre qui empêche la révélation de la vérité. Donc tout cela est très virulent et c'est vraiment que des exemples parmi beaucoup d'autres de ces caricatures qui se multiplient. Alors la principale cible, évidemment, c'est la religion chrétienne, puisque c'est la religion d'État et c'est elle que l'on vise tout particulièrement. Et là, ce dessin, il peut paraître beaucoup moins violent, mais il est beaucoup plus important parce que, évidemment, critiquer le clergé, c'est une chose, mais le vrai blasphème, c'est de s'en prendre à Dieu lui-même. Non pas simplement aux représentants de la religion, mais la religion elle-même et donc à Dieu. Le représenter déjà dans toutes les religions monothéistes, c'est évidemment interdit. Et ici, c'est toujours pour le désacraliser. Donc ici, c'est un Dieu péteur hein, dans une série qui s'appelle le Trombinoscope. Et on a très souvent des représentations de ce Dieu sous la forme d'un pauvre hère, un vieillard, indigent, impotent. Et donc l'humaniser, c'est justement déjà une première manière de se moquer de lui. On va parfois plus loin, alors je crois que c'est dans cette caricature-là. Alors c'est extrait d'un numéro de l'Assiette au beurre très connu. L'Assiette au beurre faisait des numéros sur une thématique. Et là, la thématique qui était donnée, en fait, c'était un dessinateur en particulier qui était chargé de l'ensemble du numéro. Ici, c'était François Kupka, qui va représenter donc toutes les religions, ce qui est déjà une manière de désacraliser le dieu chrétien. On le montre avec le dieu hindou, le dieu japonais, le dieu Sioux également, enfin toute une sorte de dieu plus ou moins fantasmé, pour montrer qu'il n'est qu'un dieu parmi beaucoup d'autres. Ici, c'est le dieu d'Israël, et vous voyez que c'est un dieu qui fait peur, un dieu qui est tout le contraire de l'image qu'on voudrait en avoir, d'un dieu bienveillant, qui fait la paix, qui fait le bien autour de lui, mais qui ici menace les croyants et les incroyants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces dessins-là, évidemment, la principale cible, c'est le dieu judéo-chrétien. Mais on va aussi s'en prendre à Mahomet. Donc, c'est le cas, on est dans le même numéro de l'Assiette au beurre, où on va représenter le dieu turc, qui est évidemment Mahomet, que l'on voit ici sur un lit de cadavres. Et c'est donc cette idée d'un dieu qui est tout le contraire du dieu bienveillant que l'on nous vend dans la religion. Donc, faut bien imaginer qu'un dieu comme celui-là, ce Mahomet-là, il serait inimaginable aujourd'hui. Pensez au Mahomet de Luz, c'est un Mahomet gentil, c'est un Mahomet qui en plus dit dans le numéro des surveillants, tout est pardonné. C'est le contraire de ce dieu guerrier que l'on nous représente ici. Ça montre à quel point la réception a changé entre-temps. Qu'est-ce que la loi de 1880, donc qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle on peut peut-être s'attarder un petit peu parce que elle est fondatrice et c'est toujours celle qui est en vigueur aujourd'hui pour définir ce qui encadre la liberté d'expression et ce qui la permet. Qu'est-ce que justement elle fait comme distinction à cette époque-là, puisqu'on est là par exemple en 1904, début du XXe siècle, qu'est-ce qu'elle permet sur la représentation caricaturale des religions? Qu'est-ce qu'elle autorise et qu'elle n'autorise pas et qui va du coup avoir une résonance peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire la représentation là de Mahomet ou d'un dieu, ou alors la représentation des représentants de l'Église, ou alors, plus loin encore, des communautés religieuses elles-mêmes. Oui, alors d'ailleurs, si je peux me permettre, je critique jamais la presse, j'aime les journalistes et je les défends, mais je trouve qu'il y a une erreur que la presse a tendance à relayer, hélas, dans les débats actuels sur la laïcité, c'est que tout le monde se réfère à la loi de 1905, alors que pour tous ceux qui aiment la presse, et tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, la première loi, le socle de la République, au moins autant que la loi de 1905, c'est la loi de 1881. Parce qu'elle est très claire, et je trouve qu'elle est très saine, cette loi. C'est-à-dire qu'elle protège les personnes ou les communautés de personnes. On n'a pas le droit d'insulter, par exemple, les chrétiens ou les musulmans, et c'est très bien comme ça. Par contre, on dit ce qu'on veut de leurs croyances. Et ça, c'est une idée héritée du XVIIIe siècle qui est qu'un individu ne se réduit pas à la somme de ses convictions. Et c'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai aussi sur le plan religieux. Donc quand on dit du mal du dieu chrétien, du dieu juif ou du dieu musulman, c'est pas les musulmans, les juifs ou les chrétiens que l'on insulte. C'est leur critique religion, c'est leur croyance, et on a le droit dans un cadre républicain. Et je regrette que parfois les débats autour de la laïcité se focalisent sur la loi de 1905, alors qu'on a une loi en 1881 qui est très claire et qui fonctionne très bien. Donc quand on nous dit que Charlie
à tort et va contre la loi de 1905, c'est faux parce que Charlie Hebdo respecte les principes de la loi de 1881. Alors, il y a, et d'ailleurs, il faut bien séparer, à la Belle Époque, on a aussi une autre tradition qui, elle, s'en prend aux personnes, aux communautés de personnes. Si vous prenez la libre parole de Drummond, par exemple, qui utilise la caricature s'en prendre aux Juifs. Et c'est pas du tout la religion juive qui intéresse Drummond. Il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est représenter les Juifs comme une communauté malfaisante qui, vous savez, avec ses doigts crochus, enserre le globe terrestre. Donc, c'est tous les clichés raciaux, tous les clichés sur le rapport à l'argent, etc. Ça, c'est du racisme, clairement. Mais représenter le Dieu d'Israël, comme on l'a vu avec Kupka, ça n'a rien de raciste. Et c'est cette confusion-là qu'il y a autour de Charlie Hebdo aujourd'hui. Alors, Charlie peut aussi se tromper. Moi, il y a des choses dans Charlie qui m'ont parfois choqué. Par exemple, quand ils ont représenté Mariam Pouchtou de l'UNEF, évidemment, ils visaient le voile, mais il y avait aussi la personne sous le voile. Et parfois, c'est difficile de faire le distinguo entre les deux. Mais là, cette jeune femme, je trouve qu'elle était attaquée aussi en tant que personne. Donc, Charlie peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Tous les caricaturistes, même les meilleurs, ont pu dériver de la critique de la religion vers la critique des personnes. Mais il faut toujours rappeler qu'on a une loi très claire et que si on n'est pas d'accord, on peut porter plainte. C'est ça qu'apporte la loi de 1981. Elle fait passer la presse du ministère de l'Intérieur sous la tutelle du ministère de la Justice, comme les simples citoyens. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec un journal ou avec un journaliste, on peut porter plainte contre lui. Ça ne relève plus de l'État et je trouve que c'est très bien. C'est ça qui va casser justement la relation verticale sur la censure. Exactement. On passe à... J'en profite juste pour dire à notre public de ne pas hésiter à poser des questions. Si vous le souhaitez, on prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Si on continue un petit peu et que là, du coup, on revient à des temps plus contemporains, on voit quand même ce qui est intéressant, que ces dessinateurs de presse, dont certains que tu as mentionnés, connaissent très bien cette histoire-là et cette histoire de la liberté d'expression, justement, notamment via un dessin assez célèbre qui est parti d'une caricature contre les catholiques pour évoluer justement d'une caricature contre la religion, en tout cas pas contre les musulmans, mais contre la religion musulmane. Voilà, donc ça c'est Josso, un dessin très connu en 1902 dans l'Assiette au beurre, où on représente donc un défilé de clercs, de moines, qui sont représentés sous la forme d'oies, donc c'est renvoyé au côté grégaire de la religion. C'est un dessin très simple, très connu, pas le plus méchant, mais c'est devenu un archétype du dessin de presse anti-religieux. Et donc, quand on a voulu montrer les liens avec l'actualité, et notamment la volonté que Charlie, aujourd'hui, est le seul journal à revendiquer, mais qui, avant cela, a été revendiqué par d'autres journaux, d'appliquer à l'islam ce qu'on avait fait pour la religion chrétienne pendant la Belle Époque, eh bien, on a joué avec ce dessin-là. Donc ici, on a un dessin de septembre 1989, c'est toujours lié à l'actualité, puisqu'on était en plein la première polémique sur le voile. Fin des années 80, on a 2 jeunes filles voilées qui arrivent à l'école, et donc ça suscite une polémique considérable. Et du coup, Cardon, dans le Canard enchaîné, a voulu montrer le lien entre la caricature de Josso que l'on voit en haut et l'islam. Donc ici, ce sont des mollahs, des représentants de l'islam qui prennent la place des clercs, et on voit à la place qu'on a des oies qui sont voilées, de manière à montrer que c'est la même polémique, que c'est le même combat. Et ici, c'était une exposition précisément consacrée à Josso, et Rhys, actuel directeur de Charlie, l'un des survivants de la tuerie de 2015, on était quelques années avant cette tuerie, eh bien, lui a joué avec une autre loi qui était la loi sur la burqa. Vous voyez, polémique de 89 avec le voile, et là, c'est la polémique de 2010 avec la burqa, qui est venue à ce dessin, où à la place des clercs, on a des femmes en burqa. Donc, c'est toujours cette idée de dire, nous allons revendiquer de faire pour l'islam ce que l'on faisait jusqu'à présent pour la religion chrétienne. Là, la frontière entre critiquer la religion et critiquer la communauté religieuse, elle commence un peu à être floue quand même. Alors moi, je ne trouve pas, parce que là, justement, que je parlais de Mariam Pouchtou tout à l'heure, on voit très clairement dans la une de Charlie, la jeune femme sous le voile, et on voit qu'elle est caricaturée d'une manière vraiment malveillante. Ici, c'est absolument pas le cas. C'est le principe de la burqa, mais on ne voit pas les femmes sous le voile, donc c'est bien le symbole qui est visé, et pas les personnes, à mon sens en tout cas. Alors pour l'heure passe déjà très vite, donc on va juste revenir un petit peu aux dernières actualités sur ces risques qui pèsent sur les dessinateurs, sur le dessin de presse d'une part, et sur les dessinateurs de presse. Et cette dernière affaire que tu as mentionnée tout au début, l'affaire Xavier Gore, c'est peut-être intéressant à décrypter quelques minutes pour nos spectateurs, parce que justement, elle avait entraîné précédemment aux États-Unis, il y a déjà eu des cas
où il y a tellement de risques sur le dessin de presse qu'on décide de ne plus en publier du tout. Et l'affaire Gorse, ça n'est pas ça, mais enfin, ça commence un petit peu à y ressembler, c'est-à-dire qu'effectivement, le dessin de presse lui-même et sa réception, c'est-à-dire la réception soit très très mauvaise, ce qui était le cas pour Gorse, soit la réception anticipée, c'est-à-dire ce qu'une rédaction peut anticiper d'une réception d'un dessin par une communauté, devient elle-même problématique et donc amène parfois à l'autocensure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà le New York Times, le Washington Post, New York Times qu'ils ont décidé, et puis un petit peu ta lecture de l'affaire Xavier Gorse. Oui, alors pour moi, ce sont deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une crainte à avoir sur la décision du New York Times. C'est l'édition internationale, c'est pas le journal américain qui a le plus cette tradition de la caricature, mais quand même, c'est en plus un dessin alors qui est antisémite, hein, qui est représenté, je ne sais pas si tu l'as. On l'a pas, non, je crois que je l'ai. Non, on l'a pas. Et donc ce dessin, il représentait Netanyahou qui mène la politique américaine. Il y avait un côté très antisémite. Mais au nom de ça, au nom de ce dessin effectivement très problématique, on a renoncé à publier des caricatures depuis juin 2019 dans l'édition internationale du New York Times. Et c'est quand même assez triste, assez grave, notamment parce que c'est céder à la pression de la base. Là, c'est pas une décision politique, c'est une décision vraiment prise à la suite des réactions sur les réseaux sociaux de lecteurs qui s'estimaient outragés par ce dessin. Donc, il y a là une crainte à avoir, mais qui pour moi est très différente de ce qui a accompagné en France au début de cette année la polémique autour du dessin de Xavier Gorse qu'on voit ici. Il faut bien comprendre, je crois que là, c'est vraiment un problème de fonctionnement interne au monde qui a été reconnu comme tel. Xavier Gorse, il envoie d'abord, contrairement à ce que faisait Plantu, qui envoyait toujours plusieurs dessins, lui n'envoie qu'un dessin. Il n'y a pas de possibilité pour la rédaction de choisir. Il l'envoyait en général la nuit. Là, c'est arrivé à la nuit. Donc, c'est aux États-Unis. Il y a une personne seule qui gère la rédaction à ce moment-là du Monde et qui valide, et là, qui, en l'occurrence, a validé un dessin. Or, dans l'histoire de la presse, dans l'histoire du dessin de presse, un dessin est certes individuel, mais il engage toujours une rédaction. Et c'est pour ça que Plantu proposait plusieurs dessins. Et là, la rédaction du Monde, au moment même où elle se battait contre cette idée de l'inceste et elle avait accompagné la publication avec l'enquête d'Ariane Chemin du livre de Camille Kouchner sur l'inceste d'Olivier Duhamel. Donc ça touchait vraiment au choix rédactionnel fort du Monde de cette époque-là. Et là, on avait un dessin raté. D'ailleurs, Xavier Gorse ne s'est jamais vraiment bien expliqué là-dessus, qui liait le fait d'être transgenre avec l'inceste. Bon, c'était extrêmement ambigu. Et effectivement, Xavier Gorse a pu dire qu'on lui avait retiré son dessin. Mais là aussi, c'est faux, puisque ce dessin n'a jamais été retiré. Xavier Gorse n'a jamais été viré ou exclu de la rédaction du Monde. Il est parti de lui-même, il a fait ce choix en conscience, et c'est son droit. Il a retrouvé du travail tout de suite à la rédaction du Point. Donc, c'est pas un martyr, c'est pas une victime de la liberté d'expression. Et ce qu'a surtout montré ce dessin, c'est que une caricature, ça engage aussi une rédaction, et que donc le Monde, d'ailleurs, l'a souligné lui-même, devait travailler une amélioration de ses circuits de validation des dessins afin de ne pas publier des dessins qui ne correspondent pas à la ligne éditoriale de ce journal. Pour terminer, aujourd'hui, on a parlé un petit peu de la loi, je suis désolée, il y a un peu d'écho au début. On a parlé un petit peu de la loi. Suite à toutes j'allais dire ces affaires, mais là c'est une affaire, mais sinon les autres c'était plutôt des attentats et des drames. Est-ce que une évolution de la loi est à craindre ou à souhaiter justement pour prendre en compte aussi l'émergence des réseaux sociaux, de l'expression très forte, parfois en meute, en fait, de certaines communautés qui ne se rendent même pas forcément compte. Les individus qui participent à ces attaques très fortes ne se rendent pas forcément toujours compte des conséquences que ça peut avoir. Est-ce que, selon toi, il y a des choses à prendre en compte pour faire évoluer les lois qui encadrent la liberté d'expression ? Le problème n'est pas la presse, elle est bien régulée. La loi de 1881, on peut l'aménager, mais je crois qu'il faut rester fidèle à son esprit. Le problème, il est dans la régulation des réseaux sociaux. Et là, il y avait un problème, à mon avis, lié à la loi Avia, qui envisageait de confier à ces réseaux, qui souvent sont américains, c'est le cas de Twitter évidemment, une autorégulation. Or, ils connaissent rien à la loi de 1981, ils ne connaissent rien à notre distinction entre la critique des personnes et la critique des religions. Donc, ils vont avoir immédiatement tendance
à restreindre, ils le font déjà d'ailleurs souvent, à restreindre la liberté de critique des religions. Donc je crois que la loi Avia, qui de toute façon n'a pas été validée, on le sait, n'allait pas dans le bon sens parce que c'est pas à ces réseaux de se charger d'une régulation. À mon avis, elle ne peut avoir lieu qu'avec des juges, qu'avec des instances qui respecteront le droit de la presse et la liberté d'expression telle qu'elle est en France. J'espère qu'on n'y renoncera pas. Quand je vois l'évolution, y compris chez mes propres étudiants sur ces questions-là, on peut être inquiet parce qu'effectivement, ce distinguo que je viens de faire et qui renvoie à l'histoire de la presse, pour eux, il n'existe pas. C'est attaquer le symbole, attaquer la religion, c'est attaquer les personnes. Et c'est perdre, à mon avis, beaucoup de l'esprit des Lumières que de renoncer à cette critique des religions. Merci Alexis. Je ne vois pas forcément de questions. Il faut dire que c'était très clair. Est-ce que je vous rends la parole Oui, on va la reprendre. Oui, Hervé. Merci beaucoup à tous les deux pour cette approche historique de la caricature et du dessin de presse. C'était comme l'année dernière, en tout cas, une approche un peu décalée, un pas de côté par rapport à ce qui se dit dans les tables rondes, qui sont souvent des lieux de témoignage et d'expression. Et ça donne à notre journée d'études une dimension tout à fait intéressante. Merci encore, Alexis. Merci, Élise. À très bientôt.